La crise dans l'archipel des Comores, il l'a suivie, il l'a vécue, parfois au plus près. L'artiste comorien Sof El Badaoui est engagé. Sa dernière pièce, Obsession de lune, revient sur les victimes des visas Balladur. Bonsoir Sof El Badaoui. Bonsoir. Obsession de lune, c'est le cri du cœur d'un homme qui pleure la mort de son cousin. Dès les premiers mots, le ton est donné, je vous cite, « D'une rive à l'autre, le désastre en partage ». Est-ce que cette phrase ne résume pas à elle seule le conflit qui se joue entre Mayotte et les Comores ? Mayotte et les Comores, c'est justement une expression qui me pose problème, puisque Mayotte fait partie de l'archipel. Donc ce n'est pas le Pacifique et l'océan Indien, mais on est sur la même terre. Il y a une fracture quand même, aujourd'hui. Certainement, parce qu'on y a travaillé pendant des années, on a construit un discours, on a conçu des êtres à part entière, complètement déconnectés de leur réalité historique. Effectivement, aujourd'hui, on vit aux Comores avec des quadragénaires qui ne connaissent pas les Comores d'avant 75. Donc ils ne savent pas quoi répondre, ils ne savent pas de quoi ils parlent, et souvent se trompent, parce qu'ils ne prennent que ce qu'on leur a dit aux dernières nouvelles, et ce n'est pas toujours très heureux. Alors votre pièce confronte ces deux mondes qui se font face, qui se ressemblent. Au milieu, un cimetière qui ne dit pas son nom. À quoi vouliez-vous confronter le public, en fait ? Je crois qu'il y a une phrase il y a deux phrases dans le spectacle. La première, c'est ce personnage, effectivement, qui pleure son cousin, qui dit « Nous n'avons pas pleuré, pas crié, pas hurlé, parce que nous sommes alors que nous sommes dans un pays où, théoriquement, la mort nous étreint, nous fait mal, nous ronge. » Lui, il dit non. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, à un moment donné, il rappelle que cette histoire-là est bien plus complexe. C'est un pays qui se meurt et non un cousin qui se noie. Et je crois que c'est tout le drame. C'est qu'on nous demande, par exemple, la question qui a été posée à Mayotte sur l'insécurité, on demande aux gens de parler d'une histoire immédiate et on oublie de savoir d'où c'est parti jusqu'à en arriver à l'endroit où on est aujourd'hui. Souvent, je dis, on montre la lune, mais les gens regardent le doigt. Alors justement, pour remettre les choses dans leur contexte, votre pièce s'inscrit dans le visa Balladur. Donc c'est en 1995, le gouvernement français d'Édouard Balladur qui instaure un visa. C'est la fin de la libre circulation entre Mayotte et le reste de l'archipel. Pour vous, ce moment-là a été un tournant ? Est-ce que ça a été un tournant? Non, ça a été la résultante d'une histoire très longue qui remonte à 1841. Où on donne l'impression d'improviser sur l'histoire d'un peuple, alors qu'en réalité, on sait exactement où sont les enjeux et ce qu'on en fait véritablement. Et donc, 95, c'est plutôt, je dirais, l'erreur stratégique d'un homme politique français qui veut se faire élire à peu de frais et qui décide d'inventer un visa clandestin. Parce qu'en fait, ce visa n'existe pas officiellement. En fait, il n'y a aucun décret, il n'y a aucune directive, aucune circulaire. C'est juste la décision régentée au niveau de la préfecture de Mayotte qui consiste à dire désormais, il faut un visa pour entrer sur le territoire. Et ce visa-là, on ne le donne pas à n'importe qui. Donc, à part quelques élites qui en profitent, bourgeoises, qui sont au service de ce système, aux Comores, de l'autre côté, je parle, de l'autre côté de l'archipel, la plupart des gens qui vont à Mayotte pour voir leur famille, ne serait-ce que pour un rituel de famille où un enfant se fait circoncire, et le grand-père ne peut pas comprendre qu'il ne puisse pas s'y rendre, c'est quelque chose qui est au-delà de l'affect immédiat, eh bien, ces gens-là, ils sont des milliers et des milliers à mourir depuis 95, et c'est tout le drame parce qu'on ne peut pas en parler. Moi, il y a quelques années, il y a 3 ans, j'ai eu l'autorisation d'une municipalité de la capitale de Moroni pour installer une stèle sur la place des banques, c'était l'ancienne place du gouverneur colonial à Moroni, une stèle en hommage aux plus de 20 000 morts du visa Balladur. À côté de l'endroit où je devais installer la stèle, il y a une petite stèle en hommage aux gens qui ont fait la guerre, une guerre qu'ils n'ont pas demandé, la guerre de 14-18. Et on a envoyé la gendarmerie m'arrêter et m'interdire de faire ces stèles-là. Quand le Comorien lui-même en arrive à oublier ses morts, à ne pas les enterrer, là, c'est un problème. Parce qu'on rentre dans la schizophrénie, on rentre dans une colonialité qui nous ronge, qui nous bouffe et qui nous déborde quelque peu. Parfois, c'est très compliqué. Et pour mieux comprendre cette question mahoise, il faut aussi remonter à 1974, date de l'indépendance. Mayotte reste dans le giron français, contrairement au reste de l'archipel. Une mise sous tutelle que l'ONU va condamner par 20 fois. Pourtant, 22 résolutions qui disent à peu près la même chose. Pourquoi ça ne va jamais plus loin que ces résolutions ? Pourquoi ça ne va jamais plus loin que ces résolutions? Vous me posez une question embarrassante. Parce que l'histoire voudrait que je dise que ça ne va pas plus loin à cause du colonisateur.
Mais pas seulement, il y a bien sûr des gens qui en profitent de notre côté et qui font tourner la manivelle et qui font tourner la machine. Et ces gens-là, on peut les retrouver. Je ne vais pas faire un coup. Qui en profitent aux Comores? Bien sûr, ben ce sont des gens aux affaires. Je veux dire, nous avons été fabriqués par cette colonialité. Nous sommes les produits d'une certaine France coloniale. Et bien entendu, on défend les intérêts de cette France coloniale. À un moment donné, on sait tous que la volonté de l'État comorien, peut-être pour aller plus vite, pour prendre un raccourci, il faut savoir que la question qui permettait de condamner la France à l'Assemblée générale des Nations unies, elle a été retirée par l'État comorien, sur la demande de l'État français. Alors vous, en tout cas, vous avez quand même travaillé sur cette période de l'indépendance. Vous avez recueilli la parole de l'une des figures de cette lutte. Il s'appelle Abdoubakary Bouana. On regarde un extrait. Ani, engo jwamba jebo Comore, engo jwamba jebo journaliste. Si wandu rawlilwa ma presida, Ali Swali, Ahmed Abdallah, Joharare ngo habe wa burub. Kazijaparo heziwa. Kazijaparo hamba. Mahakama ya hatu kabajaparo kabajaparo parhana mruyaso historia ya fanya recherche ya tahajue mahakama ya hatu kwa japaro fanya keti wajue wanrwala wafuje wana shari wanrwadas yabondo banu balole su alukange nzuze mwozinu zambo ebanu jawo hakandi. Safel Badawi, pourquoi les Comoriens gardent le silence aujourd'hui? Et peut-être parce qu'ils ne sont juste que les produits d'une société coloniale qui fait que on parle quand on t'autorise à parler, on se tait quand on te demande de te taire. C'est-à-dire qu'au final, si on a retiré, je parlais de la question qui consistait à condamner la France à l'Assemblée générale des Nations unies, on l'a retiré sur la demande de la France. Comment expliquer ce paradoxe-là ? Qui fait que c'est celui qui est assis sur la branche qui scie la branche sur laquelle il est assis. Enfin, je m'en mêle un peu les pinceaux là-dedans, mais la vérité est qu'aujourd'hui, c'est parce que l'État comorien a accepté que l'on retire la question de l'espace international. C'est le droit international qui dit que Mayotte est occupée par la France. Hein, pour discuter à huis clos avec la France, qu'on s'en prend plein la gueule. Alors, passez-moi le mot. Hein. Et je rebondis sur ce que venait de dire M. Bouana. Jusqu'à quand ce silence alors? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que ça devienne pire que ce qu'on a vu à Mayotte ces derniers mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces enfants qui sont dans les rues à Mayotte et qui, semble-t-il, produisent de l'insécurité et font oublier que c'est la France qui les a éduqués, qui les a élevés, qui en a fait des bandits de grand chemin, eh bien, ces gamins-là, ils vont grandir. Vous savez, j'ai une théorie. Il y a une dame qui aimait l'écologie, qui est venue à Mayotte s'installer, et française, hein, et qui s'est mis à défendre les maquis. Et elle les a pris. D'habitude, on vit avec, ils vivent sur les arbres et respectent la frontière avec les hommes. Et elle s'est mise à les élever sur un îlot, à leur donner du lait, à les biberonner, jusqu'au jour où elle a eu envie de prendre sa retraite, de s'en aller et de laisser ces maquis-là proliférer. Ils ont tellement proliféré qu'on ne sait plus quoi en faire. On essaie de les vendre dans les îles d'à côté, on n'y arrive pas. Et maintenant, ils rentrent dans les maisons, attaquent les gens. On ne sait pas comment s'en sortir avec ça. La théorie des maquis me fait penser à comment on a viré des gens de cette île-là pour les obliger à devenir comoriens ennemis des Mahorais, parce que ce sont des identités fabriquées dans les deux sens, et comment on a laissé grandir cette jeunesse dans les rues, avant de pouvoir crier, oui, mais les Comoriens, mais ces enfants-là, s'ils allaient aux Comores aujourd'hui, de l'autre côté, hein, et quand je dis Comores, je mets des guillemets, de l'autre côté de l'archipel, on ne saurait même pas quoi en faire, parce qu'on n'est pas armé pour répondre à cette question-là. Et qu'est-ce qu'il faut retenir de cette dernière crise? Qu'il est temps qu'on se parle, yeux à yeux, yeux dans les yeux, mais franchement, sans oublier le reste, c'est-à-dire toute l'histoire, toute cette merde qu'on a oublié de ramasser sur notre chemin, et puis qu'on se dise certaines vérités. Ça veut dire quoi? Parce que là, je parle par métaphore. Il faut que cette affaire revienne au niveau international. Il faut qu'on reparle du droit. Il faut que l'histoire du visa Balladur soit ramenée à la Cour pénale internationale. Il faut qu'on réveille le comité des 7. Et là, effectivement, on pourra se dire que la France a envie de trouver un dénouement à la question qui nous concerne, qui nous occupe depuis 1841. Alors, vous évoquez souvent aussi le terme de schizophrénie. Qu'entendez-vous par là? Schizophrénie, c'est que... À quoi ça se rapporte? À qui?
ça se rapporte à tous les habitants de cet archipel qui, dès qu'un Français débarque dans la rue, disent « voilà un ami de longue date ». Ce même Français qui n'oublie pas de critiquer à l'ombre en disant « mais les 20 000 morts, c'est sa faute aussi ». Et on ne sait jamais de quel côté on penche. Alors, c'est un ami, c'est un ennemi, c'est un adversaire, c'est un pote. Ce sera la conclusion, en tout cas, de notre interview. En tout cas, je soigne ma folie comme je peux avec le spectacle. Merci beaucoup, en tout cas, Seuf El Badaoui, d'avoir accepté notre invitation.